Nous allons l'écouter très attentivement sur un sujet c'est ça. Il y a eu une exposition. Oui, il y a eu une exposition au Puy-en-Velay, d'où je suis originaire, une expo nationale pour une fois, avec des autoportraits qui venaient beaucoup du musée d'Orsay. Donc il y avait du Van Gogh, il y avait tous les grands maîtres voilà, Courbet, etc. Et les amis du musée m'ont contacté en me disant mais on aimerait bien t'avoir dans une expo qu'on va faire avec des artistes de la région. Mais tu ne dois pas faire d'autoportrait. Et puis tout de suite, spontanément, j'ai dit mais que nenni, parce que j'ai appelé cette toile autoportrait. Et du coup, j'ai reconstitué un autre tableau que j'ai peint en 82, donc j'étais au Canada. Et en fait, je suis armé d'autoportraits. Et entre-temps, j'ai ressorti donc cet été dans mon expo un tableau que je n'avais jamais présenté parce que j'en suis ni fier. C'est un exercice de style, c'est le tableau qui est là-bas, qui ressemble à mes 30 ans, vu que donc c'est un exercice de style que j'ai fait en 91, 12, voilà. Donc c'est juste un exercice de style d'artiste. J'aime pas faire les portraits, c'est le seul et unique que j'ai fait de ma vie. Donc, mais là, je dévoile tout. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, alors pour l'anecdote, j'ai une petite pension de la retraite donc, depuis quelques mois. Mais le symbole est fort pour moi. Et donc je suis très pris par plein de projets, plein de choses, etc. Je vais faire un ouvrage, je refouille tout mon travail, je n'ai pas arrêté de peindre, loin de là. Mais ces mois-ci, là, je me fais une petite légère pause. Et du coup, je refouille dans mon travail. Et j'ai re-archivé tous les tableaux que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, dont ces tableaux que j'ai ressortis. Mais il y a d'autres, j'étais prêt pas à les jeter, mais à les trier. Et donc certains, je les retraite. Donc les petits tableaux qui sont là, c'est un vrai geste de retraitement. D'un grand tableau, j'en ai fait un tout petit parce que tout était à jeter, sauf un petit bout. Et je me suis amusé à retraiter. C'est presque un acte de récup, presque de ne pas jeter, mais de sortir et d'extraire. Voilà, des choses que j'ai jamais ou que j'ai eu honte de présenter, etc. Mais j'en ai fait des petits tableaux, c'est ce petit ensemble qui est là. Et donc c'est juste pour montrer l'état d'esprit d'une création en marche, voilà, d'une pause que je fais, d'un palier. Et donc je suis très heureux d'accueillir notre ami Jean, que nous allons attentivement écouter. Merci. Et ensuite, on aura un échange, bien évidemment. Oui, ouvert à tout le monde. Bon, merci Fred de cette présentation. Moi, j'ai débuté une carrière dans les études philosophiques, mais les aléas de la vie ont fait que j'ai fait une carrière administrative après. Mais depuis quelques années, au sein d'une association qui s'appelle la Présence philosophique au Puy-en-Velay, j'interviens comme conférencier et comme animateur de séminaires sur des projets et des questions philosophiques. Et on avait d'ailleurs la première rencontre avec Fly, d'ailleurs je crois que c'est un papotage, je ne sais pas si tu te rappelles. Exactement. Où j'avais fait une intervention, je rappelle, sur le populisme à l'époque. C'était un sujet très loin de l'art. Donc, il peut apparaître qu'il est question d'une rencontre ici entre art et philosophie, mais en fait, bon, c'est un dialogue, hein. Fly l'a bien précisé, un dialogue qui se poursuit, hein, autour qu'on a entamé, qu'on a gardé dans d'autres circonstances que des réunions publiques. On a un dialogue qui se poursuit autour de ce que j'appellerais des interférences possibles entre la démarche artistique, la sienne, et des thématiques spécifiques relevant du champ traditionnel de la philosophie. Et on a cherché à trouver là une source d'enrichissement réciproque, disons. Et évidemment, ce dialogue ouvert, hein, à un double sens, ouvert évidemment parce que vous y êtes conviés, hein, et ouvert parce que par nature impossible à clore, je dirais,
puisqu'il est en fait porté par la dynamique même de la démarche de Fly qui ne cesse de se renouveler. Et je dirais quand même un petit mot, puisqu'on a l'air de parler d'art, etc., c'est qu'on est dans un monde quand même envahi par la guerre. Hein. Je veux dire, nous ne faisons pas la guerre, nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes pris dans un environnement de guerre. Et un environnement de guerre, on sait ce que c'est à l'heure actuelle, ce sont des massacres de personnes. Les massacres, les premières victimes des guerres, c'est évidemment les civils. Et aujourd'hui, en Irak, en Israël, à Gaza, on les compte par milliers. Ce que je voulais dire pour approcher ça quand même, de ne pas l'oublier d'abord parce qu'on ne vit pas dans l'abstrait, on vit dans ce contexte, mais ça n'est pas totalement étranger à notre action ici, parce que la guerre aujourd'hui, on a des images de guerre, mais c'est aussi une guerre des images. Vous voyez, tous les jours, nous sommes en fait pris dans quelque chose qui a transformé l'image de la guerre, puis que l'image de la guerre passe par les images que l'on donne de la guerre. Alors je ne développe pas ça parce que c'est tout un schéma particulier qu'on pourrait dire, mais c'est la première idée, donc lorsqu'on a une image, lorsqu'on a un rapport à quelque chose qui est de l'ordre du voir, de la sensibilité première de la vision, eh bien ici on est en capacité de déplacer peut-être notre regard par rapport à ce qu'on voit. C'est ça ce que fait un peu l'artiste, c'est d'être dans un déplacement de notre regard. Et je pense que ce que nous faisons ici, finalement, n'est pas très étranger à une analyse qu'on pourrait faire par rapport à ce qui est donné comme image de la guerre. Et je dirais peut-être, si on a le temps plus tardivement, de dire un mot sur ce que pourrait être le rapport, finalement, entre art et politique, bien que ce ne soit pas le centre ici. Alors, évidemment, dans le cadre que nous avons organisé avec Fly, je n'ai pas l'outrecuidance de lui dire la nature essentielle de son activité, parce qu'il est là, et il peut le dire plus précisément encore que moi, et dans les termes qui lui conviennent. Et je n'ai pas eu l'intention de l'accabler par un discours d'autorité, celui d'une philosophie que l'on crédite souvent, et de façon, à mon avis, bien abusive, d'être en position de dire la vérité définitive sur toute chose. Je voudrais à l'inverse soutenir que le discours philosophique n'a de force et de sens, non en se tenant dans une position de clôture, mais dans sa capacité de faire jouer à l'égard des autres discours et des autres pratiques un espacement qui en interroge l'évidence comme les effets quant au sujet qu'ils impliquent. Nous allons ainsi procéder, c'est d'un commun accord, à la mise en évidence de quelques croisements possibles de ce que porte son activité esthétique avec des positionnements philosophiques. Ce n'est pas exclusif ni définitif, bien sûr. Ce ne sera pas une illustration, mais ce sera une sollicitation réciproque. Je crois qu'il faut préciser quelques notions lorsque nous parlons d'une activité artistique comme celle déployée par Fly. Quand nous parlons de philosophie, nous visons une pratique à prétention théorique, un discours, une pratique discursive, dont les constituants essentiels, à partir desquels ils visent un certain rapport d'appropriation d'une réalité, sont des catégories ou des concepts. Dans les pratiques esthétiques, dans la peinture notamment, il y a aussi un enjeu d'appropriation d'une réalité. Mais ces pratiques opèrent au niveau même de la sensibilité. Et le sensible, eh bien, c'est là où nous nous trouvons toujours, cette mobilisation de nos capacités sensorielles, cette liaison des perceptions et des actions, sous la détermination, évidemment, de rapports sociaux établis historiquement, donnant une forme aux affects et aux significations qui nous lient. L'appropriation des pratiques esthétiques est une récréation à partir de ces éléments, indissolublement matériels et symboliques, d'une forme d'expérience sensible partagée, j'insiste, soit qu'elle en produise la remarque, je dirais, on précisera ce terme, en donnant corps à sa représentation, soit qu'elle produise les conditions de son altération productive. Alors, on va tenter d'être un peu plus précis, en reprenant ce qu'a dit Fly, en se donnant comme fil directeur le travail propre de Fly autour de la question évoquée de l'autoportrait. Ce qui nous mène d'abord à la question même du portrait, parce qu'il n'y a pas d'autoportrait s'il n'y a pas d'abord la notion du portrait. Et elle a pris cette idée du portrait
toute sa signification à partir de l'établissement d'un pouvoir souverain avec la monarchie absolue, qui s'est articulé à une mobilisation renouvelée des dispositifs iconographiques et scénographiques, à un nouveau jeu de la représentation et du pouvoir. Représenter, c'est donner quelque chose comme présent à la place de quelque chose qui est ailleurs. Dans le lieu de la représentation, il y a une absence, un autre. Et représenter, c'est opérer une substitution, faire comme si l'absent était présent. Il ne s'agit pas de sa présence, mais d'un effet de présence. Le peintre de la Renaissance, connu, Alberti, a bien évoqué le merveilleux de la représentation picturale. Elle disait, elle fait revivre les morts magiquement, l'autre, l'absent. Premier effet de la représentation, sa dimension transitive, son pouvoir de substitution. Second sens, représenter, c'est redoubler une présence, exhiber, exposer devant les yeux. Ainsi, le détenteur de passeport, non seulement il se présente à la frontière, mais il présente sa présence légitime, le titre qui autorise sa présence. Il apparaît alors que représenter, c'est toujours se représenter, ou se présenter représentant quelque chose. Donc, un effet réflexif de la présentation, la constitution d'un sujet de la représentation. Donc, deux effets du dispositif représentatif, un effet de présence et un effet de sujet comme effet de légitimation, d'institution, d'autorisation de présence. C'est ainsi que pouvoir et représentation vont se lier. Pouvoir, c'est être en état d'exercer une action sur quelqu'un ou sur quelque chose, non pas agir et faire, mais avoir la puissance, avoir la force de faire et d'agir, de faire faire. Pouvoir, c'est être capable de force, d'avoir une réserve de force qui ne se dépense pas, mais qui est toujours en état de se dépenser. Pouvoir signifie avoir puissance et valoriser cette puissance comme contrainte objective, génératrice de devoir comme loi. Pouvoir, c'est instituer comme loi la puissance, elle-même conçue comme possibilité et capacité de force. C'est ici que la représentation joue son rôle, moyen de la puissance et son fondement. Le dispositif représentatif opère la transformation de la puissance en pouvoir, de la force en pouvoir. Les représentations sont des délégations de force dans les signes. Vous voyez ce que note Pascal. Pascal dit, et c'est ironique évidemment, « Je salue le Seigneur bien vêtu, car la richesse de sa tenue dit qu'il a plusieurs mains, et on ne prend pas le risque d'offenser celui qui dispose de 7 à 8 valets derrière lui. » Le pouvoir, c'est sa représentation. C'est pourquoi il ne cesse de s'obliger dans sa théâtralisation. C'est le fond de l'analyse de Pascal. Le pouvoir politique ne saurait exhiber son origine, j'y tiens, qui n'est jamais que le résultat incertain et provisoire d'un conflit de forces qui demeure en permanence. Tout son artifice est de transformer ce surplus de force en droit. La représentation opère la capture des sujets en se tenant au lieu impossible du fondement. C'est toute l'importance du portrait du roi. Là où il n'y a pas de représentation, il n'y a que force et violence. Nous sommes dans un dispositif, celui à la source de notre modernité, qui ne permet pas de légitimer de façon autonome une représentation politique. Le pouvoir est ramené à l'inconsistance de l'exercice de la force, à son incertitude, incapable de fonder véritablement un ordre communautaire. Que le seuil de la modernité passe par une réélaboration des images, situant les hommes dans le monde, et on voit bien qu'on est dans un effet esthétique, situer les hommes dans le monde, alors rien n'est plus significatif que le fameux texte de Hobbes, Thomas Hobbes, le Léviathan, et qui est célèbre par une gravure qui hors le frontispice de la première édition, relevant d'une véritable stratégie visuelle. J'insiste. Hobbes ayant longuement travaillé cette image avec son graveur. Dans ce véritable montage d'optique politique se trouve figurée l'opération de représentation, un phénomène d'aliénation totale qui institue la relation de suggestion, à la fois collective et singulière, de la multitude avec le pouvoir. Sans doute, nous ne sommes pas sortis de cette problématique, et le passage à l'ère de la reproduction technique, selon la formule de Walter Benjamin, s'il a démonétisé le portrait dans sa forme traditionnelle, il n'a pas entamé la complicité des représentations du pouvoir avec l'image, d'Hitler et de Staline à Berlusconi et Trump. Sur le plan philosophique, nous sommes confrontés à ce qui est promis à un bel avenir,
structurant la pensée contemporaine, d'un côté des preuves d'un manque radical et déterminant pour l'homme, condamné à tenter de la combler vainement par des simulacres. De notre côté, l'effort pour se réapproprier l'absolu, en partant de l'expérience d'un néant pur, se monnayant en particulier dans les figures de la négativité historique. Alors, je voudrais présenter 3 figures de cette mise en rapport qui me semblent assez directement liées avec ce que Fly nous propose à propos de l'autoportrait. Si nous pouvons considérer que ce qui a été défini comme art moderne est en fait une entreprise de déconstruction de la représentation, alors il paraît qu'elle recoupe toute une tradition philosophique qui n'a cessé de contester la notion d'origine, on y revient, tentant de lui opposer l'épreuve du vide et des commencements aléatoires. Un jour, Cézanne dit à son ami Joachim Gasquet, il le rapporte dans un volume, celui-ci, de souvenirs qu'il lui a consacré, que l'histoire du monde commence lorsque 2 atomes se rencontrent, lorsque 2 tourbillons, 2 danses chimiques se combinent. Cet homme qui, pour Cézanne, est l'occasion de la peinture, se déroule au-dessus du néant. C'est une danse sur l'abîme. Il est facile de retrouver les thèmes propres à la tradition de la philosophie épicurienne, en particulier à partir du développement proposé par Lucrèce, dont il faut savoir bien comprendre le titre de son poème, La nature des choses. Nous ne sommes plus à la recherche d'un vrai fondement, en opposition à Démocrite et finalement à toute la métaphysique. Cette affirmation de l'être en dessous de l'apparence, l'idée d'un ordre qui transcende le désordre, une nécessité qui dépasse le hasard de l'existence sensible, l'exhibition d'un fondement. Épicure dit « Les atomes, partie essentielle des choses, ne sont pas les constituants d'une nature indestructible et éternelle. Les atomes, en se composant au hasard entre eux, en s'entrechoquant, créent la réalité des choses. Il ne s'exprime aucune vérité qui serait au fondement. Il n'y a que les choses, produits du hasard des rencontres entre les atomes. » Épicure soulève une question décisive pour le développement de la philosophie. Que devient l'idée de nature? On en parle beaucoup aujourd'hui. Dans un monde dominé par le hasard, que devienne toute idée d'invariance, de nécessité, d'être et de vérité? Lucrèce, allant peut-être un peu plus loin qu'Épicure, qui ne formule pas de manière distincte, Lucrèce apporte l'idée du clinamen. Le clinamen, c'est la dérivation, aussi infinitésimale qu'elle soit, des atomes, de la ligne droite de leur chute dans le vide, indérivable d'aucune détermination. C'est l'exception à l'égard d'aucune loi, c'est l'accident, l'événement intempestif et fugace, une issue toujours nouvelle et toujours incertaine. Le clinamen, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la catastrophe, mais en tant que tel, il est aussi et surtout une sorte de commencement imprescriptible. C'est une tempête, tempête qui détermine absolument par hasard les rencontres, les chocs générateurs des choses, les airs créent des mouvements qui permettent la création des mondes. La dérivation catastrophique, spontanée, porteuse d'aucun dessein et aléatoire, imprévisible dans sa production, constitue le début de tout, des commencements incertains et non une origine. Sans cause et sans sens, dans la nuit sans temps du vide et des atomes, il produit et détruit les mondes. Tout ordre est un accident dans le désordre. L'organisation du monde, sa structure est en réalité toujours tourbillonnante, toujours instable. Alors, on pourrait rapprocher cela de la formule de James Joyce qui parlait d'ouraganisation, l'organisation d'un ouragan, d'une co-implication du cosmos et du chaos, soit encore selon le même Joyce, le mot de chaosmos, en fait un jeu qui continue tout le temps. Le monde de Lucrèce est donc un monde sans nature, parce que c'est un monde où domine le hasard. On forge l'idée de nature précisément lorsqu'on veut conjurer le hasard. Dans sa fidélité à la contingence, à l'aléatoire, c'est l'idée même du naturalisme qui est abandonné. Les atomes ne constituent pas un fondement, ils ne sont pas la matière première du monde à partir de laquelle toute chose produit. Le monde ne dérive pas des atomes, le monde est des atomes.
Cette thématique a été largement développée par les contemporains, notamment par un philosophe décédé récemment, Clément Rosset, un penseur critique de l'antinature. Pour lui, le mot de nature, surdéterminé par l'usage depuis Aristote, fonctionne comme une occultation de la pensée de Lucrèce, un moyen de faire l'économie de l'idée de hasard. Évoquer la nature des choses selon Lucrèce, c'est justement à l'inverse signifier que rien n'a été créé dans le sens métaphysique, que tout ce qui existe est production hasardeuse, n'illustre aucun plan et indépendante, non de tout précédent, mais de toute origine et de toute raison. Si on veut encore parler de naturalisme à son propos, c'est un naturalisme qui a remplacé l'idée de nature par un blanc auquel le terme moderne de hasard semble bien convenir. Il est intéressant de voir se développer un paradigme alphabétique, la combinaison des lettres dont résulte le poème, redoublant et illustrant la combinaison d'atomes constitutifs des choses. Un nombre fini d'éléments, produit par leur combinaison, la combinaison infinie de la diversité du monde. C'est une opposition à Démocrite qui pensait, lui, à une infinité d'atomes. Plus près de nous, on voit que cela a un écho, par exemple, de travail des biologistes. Je ferai référence, par exemple, au fameux livre de François Jacob, La logique du vivant, qui illustre cette orientation, qu'on rend compte de l'extraordinaire diversité du réel à partir d'une combinaison élémentaire, ici dans le vivant, faisant l'économie de tout finalisme. On peut parler d'une textualisation de l'univers. Le poème devient, on pourrait parler pour des œuvres autres que poétiques, est une sorte de laboratoire où le lecteur peut faire l'expérience de la puissance combinatoire dans la production de la matière, comme dans celle du texte, qui illustre en acte, dans sa propre effectivité, le processus qu'il décrit. Le poème est littéralement sous les yeux, selon un effet rhétorique, l'objet dont il parle et qui, en lui-même, se soustrait au sens. Diderot avait su par avance dénoncer une critique facile, disant que si on recourt à la statistique, il n'y a pas de problème. La possibilité d'engendrer fortuitement l'univers est fort petite, mais la quantité des jets constituant l'univers est infinie. Donc l'univers qui existe est possible, même si on pense qu'il est très incertain dans son origine. Rosset, pour revenir à ce philosophe, on déduit une dissolution de la frontière entre le naturel et l'artificiel, au profit d'une généralisation de la fonction de hasard dans la genèse des existences. Aucun objet ne saurait plus appartenir au domaine de l'homme séparé de la nature. Il faut donc renoncer à l'idée de tout ordre naturel. Rien n'est plus étranger à la pensée de Lucrèce que l'injonction cartésienne faite à l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature. Et précisément au renoncement à toute possession que vise la représentation d'un monde dénaturé, qui est un monde de la jubilation et de la sécurité retrouvée, aucun objet n'y a à prendre, toutes les occurrences sont à saisir. Ce monde n'est pas absurde, mais il est insignifiant. Il faut en quelque sorte, pour l'appréhender pleinement, faire l'expérience d'une naïveté d'un niveau supérieur, une expérience de désapprentissage, un oubli fulgurant des réseaux de signification tissés par les coutumes et les habitudes pour se tenir toujours au niveau des rencontres et des surprises qu'ils ne cessent de machiner. Je laisserai peut-être le dernier mot à un poète, Francis Ponge, qui disait « La nature entière, y compris les hommes, n'est qu'une écriture d'un certain genre, une écriture non significative parce qu'elle ne se réfère à aucun système de signification, du fait qu'il s'agit d'un univers infini, à proprement parler immense et sans limite. » Et derrière la question des atomes, il y a chez Lucrèce l'émergence de la question du vide. Le vide existe déjà avant que les atomes ne tombent dans cet espace infini. Une philosophie du vide ne signifie pas simplement que le vide est primordial, mais signifie aussi faire le vide, partir de rien. En ce sens, par exemple, le prince du discours de Machiavel est un héros lucrétien, un homme de rien venu de nulle part, on en connaît aujourd'hui.
On engage ici une pensée destituante, à l'opposé de toute la tradition philosophique, à la recherche d'une origine ou d'un sens instituant, pensée qu'on trouve manifestement en écho dans la pensée du désastre chez Maurice Blanchot. Pensons aussi à Mallarmé, poète du hasard et du naufrage. Son lancer de dés est ce qui remplace et destitue le monde, mais aussi ce qui fait et défait l'histoire. Ainsi, cette critique cosmologique de l'origine et du dualisme, parce que c'est ça qui est en question, de la nature, allant de Lucrèce à nos contemporains, nous sommes conduits dans les parages d'une autre critique, la critique historique. Mais ici, je fais une pause pour qu'on réfléchisse un peu sur ce propos. Pour dire sur ce que tu dis pour la récréation, je vais citer un auteur que je n'aime pas trop, mais qui est le même très très éminent, c'est Nietzsche. Et Nietzsche disait: je ne pourrais pas suivre un maître qui ne saurait pas rire de lui-même. Ben oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder. Oui, donc ça peut être une introduction. C'est pour moi presque une introduction, quoi. Voilà. Et alors après, je ne sais plus ce que j'ai noté. La présence de la puissance. Et effectivement, face à ça, bon, ben on est là, on est vivant. Et puis on va se réaliser, on veut se réaliser, on a un ego, on se veut puissant. Moi je vois les origines dont tu parles, j'ai pas tous ces mots, comment dire, plus littéraires, plus savants peut-être, je sais pas, mais le fait d'être là et de vouloir réaliser en tant que créateur, moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire bon, faut y aller, faut résister, il faut s'engager. Situer les hommes dans le monde, ben c'est peut-être ça, c'est se situer soi, se positionner, se dire ben, si j'appartiens au monde, je vais être acteur et pas subir le monde ou se positionner en juste critique qui subit. Donc bon, toutes ces idées qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu jetées là rapidement dans ces notes que m'inspire ton travail. Oui. Bon, il y a un truc, je sais pas, j'arrive pas à et donc, se mettre à créer et puis exister. Alors moi, ça me renvoie à l'origine de cette histoire un coup de fil au printemps, la présidente des Amis du Buzet qui me dit ah, j'aimerais bien t'avoir, mais tu ne dois pas faire l'autoportrait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je lui dis mais que nenni, et je pense à ce tableau et ce truc-là, mais après, donc qui est tu as parlé, hein, ça a conclu sur le néant, le vide, et bon, ce tableau, mais on y reviendra, le blanc, c'est le blanc de la toile, c'est du non-peint, donc l'émergence à partir de rien, c'est une question qui s'est tout de suite posée. Bon, mais avant d'en arriver là, 40 ans avant, quasiment 40 ans avant, je suis au Canada, je suis jeune peintre. Est-ce que j'ai des prétentions, est-ce que j'ai des envies d'exister? C'est un mélange de ça. Ok. Et donc, et puis là, dans cette résidence que je me suis fait en allant retrouver un copain que j'avais rencontré sur les routes, qui pouvait m'héberger, que j'avais hébergé longtemps, et je savais que j'avais un refuge là pour quelques mois pour encore prendre de la distance avec le monde, et tout en étant dans une nouvelle culture française au Québec, c'était un moment très très important pour moi. Et je me retrouve à faire cette toile là, donc voilà. Et pourquoi cette envie, elle a émergé comme ça. Je suis peintre, et donc, et si je me représentais, bon, je suis pas, j'ai jamais dessiné des individus, des hommes. Moi, j'avais juste tout le temps terre, ciel. Déjà, terre, ciel, c'est largement suffisant dans, comment dire, matière vide, je dirais. Ça a toujours été là, une quête d'origine, etc. Donc, si je m'imagine moi peintre, hein, c'est ce que tu disais, la représentation force, j'ai pas grand chose à dire. Et comment me représenter, juste une ligne de présence suffit largement.
Et si j'ai pas d'appareil photo et si j'ai pas de miroir, la conscience de moi-même, elle se limite à quoi? Moi, c'est ce que je pensais quand j'étais en train de réfléchir à ça. Donc voilà, donc une ligne qui se retrouve bleue parce que finalement, c'est pas mal hein, le bleu pour cette... oui, voilà. Bon, et puis je représente, mes bras sont juste un compas, hein, qui est l'outil, moi je venais du dessin industriel, hein, tout bêtement, donc c'est l'outil de la création, donc j'ai cette idée-là, bon, voilà, bon. Et l'émergence d'une peinture en devenir, et le tabouret, il est toujours dans mon atelier, pas dans celui-là, mais là-haut au Prignon. Bon, donc cette représentation-là, c'est une, je ne sais pas si c'est un acte de force ou de ne pas oser me représenter de manière physique réaliste, parce que c'est une recherche toujours d'universalité, de se retrouver au milieu des autres, avec les autres, et quelque chose que tout le monde pourrait s'approprier. Donc ces quêtes d'origine, ces recherches de choses communes, c'est ma préoccupation générale, c'est-à-dire le moi disparaît dans un point du début ou dans la plus simple expression pour trouver une honnêteté de ça, oui, tu disais présence. Voilà. Bon, alors après, ce dialogue, il est comme ça. Hein, c'est-à-dire, moi, je vous ai dit là tout à l'heure, en pédoc, j'ai découvert en pédoc mais le seul que je connaissais, c'était Lucrèce. Et puis on ne s'est pas du tout concerté, je ne savais pas que tu allais parler de Lucrèce. Et de la nature des choses, il s'avère que ce poème, c'est un des seuls ouvrages, on va dire, de philosophie que je consulte de temps en temps, parce que je le trouve très beau. C'est voilà, moi, quelqu'un qui se positionne et qui observe tout simplement le monde, et il fait une espèce de livre de la description du monde tel qu'il observe, comme les philosophes le font, comme ils essaient de structurer les choses, de les composer, et l'histoire du Klinamens. Alors effectivement, c'est quelque chose. Donc il parle déjà de, je sais pas, dans une cinquantaine de pages, où il décrit que la matière est vide et que les choses traversent. Donc c'est pas des atomes, c'est pas des atomes qui tournent mais qui traversent, qui passent. Donc il fait des erreurs parce qu'il n'a pas de microscope, mais il voit que les choses se passent à l'intérieur, il plonge à l'intérieur. Et alors, je raconte, c'est juste mon expérience, cette histoire du Klinamens comme une pluie qui traverse, qui est un peu décriée. Le problème du Klinamens, c'est pas la pluie, parce que ça, on a dans du loin, c'est le problème de la déviation. Oui, c'est ça. Sans cause. Oui, c'est-à-dire il y a une inclinaison. C'est-à-dire une déviation, c'est une déviation. Voilà. Alors moi, voilà. Et moi, cette oui, déviation, mais moi je sentais comme une inclinaison qui casse ce lien vertical ou horizontal, je ne sais pas, mais cette verticalité, par quelque chose qui décline légèrement, on ne sait pas pourquoi, et qui va donner, c'est comme ça que je le ressens, hein, c'est tout, c'est un témoignage, mais qui est fort, qui est très fort en fait, où je vois ça comme une forte intuition, une forte révélation de me dire, c'est ce déséquilibre, comme si on se met pour marcher, on se met en déséquilibre, et pour équilibrer, on met un pas devant pour attraper cet équilibre qui devient lui-même créateur. Je ne sais pas comment les philosophes voient le Klinamens, mais tout au long de ce concept, hein, parce que c'est un peu une invention, c'est une image, ils n'ont pas de microscope ces garçons-là. Et pourtant ils savent, ils voient, et c'est vrai que moi je me suis longtemps amusé à dire du chaos vient la structure, du néant, donc de l'aléatoire, qu'est-ce qui se passe, donc et ça part dans tous les sens, etc. Et malgré tout, les choses s'organisent, et le fait d'être vivant ou intelligent ou de réfléchir ou je sais pas quoi, on essaie d'organiser, de réunir, de réunir ce qui se
qui part dans tous les sens. C'est un véritable acte qui m'a appris, moi, je dirais, la peinture. C'est-à-dire de faire quelque chose qui va vers une harmonie, malgré tout, rétablir l'équilibre de quelque chose qui est une présence forte, qui doit exister, mais qui est soit sollicitée, soit reniée, soit bousculée, qui bascule et qui se rétablit. Donc, un acte de création, comme vous en voyez un là sur cette vidéo que j'ai trouvée hier, en rangeant dans mon ordinateur, comment se fait une création sur un tableau que tu m'avais juste dit que ce tableau, ou cette série de tableaux, on aurait pu finir là-dessus, mais ils ne sont pas là, ils sont en devoir. Donc, je suis tombé par hasard sur cette, en faisant un peu de rangement dans mon ordi, sur cette vidéo qui est des archives qu'on vient de faire suite à pas mal de mon histoire passée, dans exprimer mon travail dans un film des écrits. Donc c'est une banque de données, voilà, qu'on regarde plus ou moins dans ce chaos qui se structure petit à petit. Bon. Et si tu veux, comme on est toujours en train d'explorer, on est en train d'explorer ce tableau-là. Allons-y, continuons. Moi, j'ai proposé trois approches. J'ai exploré l'approche avec Lucrèce, l'histoire du vide. Oui. Et je vais proposer une deuxième approche, c'est une approche, je dirais, historique, une critique historique. Et on va partir ici à la figure inoubliable, qu'on ne peut pas négliger, celle de Hegel. Alors, Hegel part d'une critique de ce qu'on appelle le dogmatisme. Le dogmatisme, c'est essentiellement, du moins dans le discours d'Hegel, c'est le cogito de Descartes. Tout le monde sait un peu le cogito, je pense, donc je suis. Et le Dieu de Spinoza. Une substance infinie, constituée d'une infinité d'attributs, exprimant chacun une essence infinie. Et ce dogmatisme part d'un principe premier qui, n'étant pas déduit, ne peut être que donné. C'est du donné. Et n'étant pas posé, ne peut être que présupposé. On a donc, dans cette configuration, une antécédence du donné qui est toujours posée comme origine. Le point de départ de la réflexion de Hegel sera donc de critiquer ce dispositif philosophique de l'origine. Ce que les philosophies dogmatiques du donné présupposé n'ont pas vu ou pas maîtrisé, c'est que comme origine, le donné est néant. La phénoménologie de l'esprit développe ce point, le contenu sensible visé immédiatement dans sa certitude par la conscience comme le plus riche et le plus vrai, se réduit en fait à l'abstraction vite du pur ceci, du pur ici et maintenant. Le modèle même de la mauvaise abstraction, la plus pauvre, l'être concret ne se donne qu'à la fin d'un long tour comme le résultat d'un procès, c'est la notion essentielle chez Hegel. Tout ce qui existe est le résultat d'un procès qui n'est pas donné dans une origine. Poser le tout de l'origine, c'est évincer le vide, se mettre en situation, comme Spinoza pour Hegel, de ne pas pouvoir rendre compte du devenir et des différences. Si tout est déjà donné, par quelle nécessité propre va-t-il sortir de lui-même et se manifester? Le refoulement du vide dans la plénitude du tout interdit la possibilité du devenir. Cogel, grand philosophe du XXe siècle, reprenant la critique que Hegel adresse à Spinoza, dira que le système de Spinoza n'est pas seulement un panthéisme, c'est-à-dire un système de Dieu partout, mais un akosmie, un univers où la totalité de l'être se réduit au seul Dieu, mais un Dieu sans monde et sans ordre. Il n'en a pas besoin, il compris. C'est pour faire droit au monde, à l'histoire, aux penseurs qu'il est réfléchi pour éviter le renversement du dogmatisme objectif et de l'acosmique, et ce qu'il nomme sa fausse alternative, le moment kantien d'un dualisme qui instaure une extériorité entre la toute-puissance et l'impuissance du sujet, que Hegel va poser le néant comme origine. C'est le début de la grande logique. Hegel, père de l'être,
de sa détermination la plus abstraite, sans contenu étranger, et découvre dans le non-être la vérité de l'être. Ainsi, vouloir se situer à l'origine, c'est se tenir au lieu de l'absolument vide. Mais commencer par le vide va permettre de réintroduire la négativité comme moteur dialectique des contenus. Ce n'est que par la scission processuelle de soi par soi, du contenu à travers son propre néant, qu'une véritable totalité concrète peut advenir à la fin. L'en-soi n'est plus un déjà là, il est un pas encore, il est en ce sens sa propre essence, il est ce creux en lui-même et ne se constitue que par la découverte dialectique de son propre néant. Hegel pose et pense la positivité du négatif. Le positif ne peut advenir à soi que par la traversée du négatif. C'est le renversement de la formule de Spinoza qui disait « toute détermination est une négation ». Hegel dit au contraire « toute négation est in fine une détermination ». Glissement. Le néant d'origine passe de la négation de toute origine, donc de toute présupposition, au néant comme origine, de l'origine au vide qui est l'origine. Si l'origine n'est rien, mais qu'en même temps le néant fonctionne comme origine, c'est au sens où, et parce que seul le résultat final révèle la plénitude qui a été contenue en creux dans l'absence première. Hegel pense a posteriori. Le concept hegelien est le mouvement par lequel le résultat récupère son origine en l'intériorisant, en se montrant l'origine de l'origine. Cet enveloppement suppose que le terme initial et le terme réfléchi sont compris, surmontés dans le résultat, conservés et justifiés. Les événements historiques sont des moments du processus dialectique qui seuls leur procurent sens et consistance dans la totalité accomplie du résultat. Tous les moments de l'histoire universelle sont dans la forme de libre événement contingent si on les examine isolément. Et selon le contenu, ils sont les moments de la totalité accomplie. La théorie de l'histoire de Hegel se présente comme un processus dialectique de production de forme. Sa limitation interne, c'est sa conception téléologique de la dialectique inscrite dans sa structure même. Le dépassement-conservation, le dépassé comme dépassé en intériorité, expression directe de la négativité. Ce qu'on doit cependant à Hegel, c'est la conception de l'histoire comme procès, et on peut lire par exemple dans La dépendance de Marx, à son égard, toute la réélaboration qu'il en opère, débouchant sur le concept de l'histoire comme procès sans sujet, il faut opposer à la lecture anthropologisante provenant de Feuerbach, un grand philosophe allemand du XIXe siècle, et encore de Kojève, qui fait de l'histoire un procès d'aliénation qui a un sujet, qui est l'homme, l'homme qui est substitué à Dieu, notamment chez Feuerbach. Dans l'histoire hegelienne, il ne s'agit pas de l'homme, mais de l'esprit, de l'infini et non du fini, et si l'on veut y voir à tout prix des sujets, c'est des peuples qu'il faut parler comme moment du développement de l'esprit. Le seul vrai sujet, c'est le procès lui-même dans sa téléologie. La fin est déjà dans l'origine, c'est pourquoi il n'y a pas à en parler d'origine. Le commencement de la logique affirmait immédiatement, dans l'identité de l'être du non-être, la nature non originaire de l'origine. Le dispositif hegelien conduit donc à s'interroger sur le sens à donner à la genèse des phénomènes, en particulier des phénomènes historiques. Parler de genèse, c'est produire la reconstitution du procès par lequel un phénomène quelconque a été effectivement engendré. C'est reconstituer en elle-même un procès de connaissance. Elle n'a de sens, produire de la connaissance, que si elle reconstitue le procès réel qui a engendré le phénomène. Le procès de connaissance est en tout et pour tout immédiatement superposable au projet d'engendrement réel. Celui qui fait la genèse du phénomène peut suivre à la trace, dans toutes ses phases, depuis son origine, le procès d'engendrement réel sans aucune interruption. Discontinuité, lacune, rupture. Ce recouvrement intégral et immédiat, sans aucune interruption, du procès réel par le procès de connaissance implique cette idée. Le sujet du procès réel est un seul et même sujet, parfaitement identifiable de l'origine à la fin. Quand on reprend les catégories mises en jeu, le procès d'engendrement, origine du procès, fin au terme du procès, identité du sujet du procès, nous voyons que nous avons affaire à la mise en jeu d'un modèle bien connu, c'est celui de la génération biologique. L'enfant qui devient adulte, le germe qui devient végétal, le gland qui devient chêne, etc. Ici, la continuité sans interruption du procès d'engendrement
fait la continuité du procès de connaissance. Et suivre ainsi à la trace la Genèse, cela ne peut que concerner un individu qui possède une identité, un être identifiable qui est toujours le même individu à travers les transformations par stade et même ses mutations. Ainsi, dans toute Genèse, l'individu à la fin, qu'il s'agit d'engendrer, est contenu en germe dans l'origine de son propre procès d'engendrement, égal à donner à cette exigence la forme conceptuelle. La fin, donc, c'est le commencement. Ce qui veut dire que le commencement contient déjà, pour une individualité identifiée, sous toute forme, en soi et pour soi, du moins en germe, le terme du procès de développement. Autrement dit, la structure de toute genèse est nécessairement téléologique. Toute pensée génétique est littéralement obsédée par la recherche de la naissance, mot ambigu, par l'idée explicite ou méconnue que ce qui doit être observé dans sa naissance même porte déjà son nom, possède déjà son identité, est déjà identifié, existe déjà, en quelque sorte, avant sa propre naissance pour pouvoir naître. C'est une illusion rétrospective. La projection dans l'ordre du procès d'engendrement réel, de l'ordre même du procès de connaissance. La connaissance part toujours de la fin du résultat. C'est l'ordre propre de son procès. C'est de prêter cet ordre du procès de connaissance au procès réel, et alors imaginer que dans le procès réel, le commencement contient en soi le terme, l'individu identifié à la naissance, duquel il s'agit d'assister. Ce qu'il faut apprendre à penser, c'est le surgissement d'un phénomène radicalement nouveau par rapport à tout ce qui le précède, son propre surgissement. Il faut expliquer comment un phénomène naît en définitive de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il n'est pas lui, comment un non-A produit un A. Passer de la logique illusoire de la Genèse, où la chose même qui précède sa propre naissance, à une logique du surgissement, impose le respect de plusieurs conditions. Rechercher d'abord tout ce qui intervient dans la protection d'un phénomène comme effet déterminé, sans se guider sur un principe de ressemblance. Ainsi, je vais aller être très grossier, mais pour produire un objet d'utilité sociale, pour intervenir une série d'éléments, par exemple des outils de production, une matière première, de l'énergie, une force de travail, etc., sans rapport en ressemblance avec l'objet final du projet de production. La casserole qui va sortir de l'usine, elle n'est pas au début du procès. Il n'y a aucun rapport entre les éléments mis en jeu dans la production et le résultat de la production. Rechercher ensuite les mécanismes spécifiques qui produisent le surgissement de l'effet, qui peuvent être relativement hétérogènes et non pas inclure a priori la production de cet effet déterminé. On peut même aller jusqu'à dire que l'absence déterminée d'un élément intervient comme condition du surgissement d'un phénomène. On peut évoquer ici la pensée un peu compliquée de Marx, qui pense le surgissement de ce qu'il appelle un mode de production, notamment par exemple le mode de production capitaliste, à partir du mode de production féodal. L'un n'a pas engendré l'autre. Le mode féodal a engendré certains éléments, qui peuvent être produits d'ailleurs dans d'autres modes, dont la rencontre et leur combinaison spécifique a pour effet le surgissement du capitalisme. Le mode féodal produit donc les éléments, mais le fait de leur rencontre et de leur combinaison n'est ni le fait de leur rencontre et de leur combinaison dans une unité qui fonctionne. La temporalité du surgissement d'une structure nouvelle et la temporalité de son fonctionnement ne sont pas réductibles au temps linéaire de la chronologie. Ainsi, il est clair, par exemple, pour le capitalisme, on le sait historiquement, qu'il a surgi plusieurs fois dans l'histoire et qu'il est aussi mort plusieurs fois. Ici, ni une causalité linéaire, ni une causalité dialectique de type hegelien ne peut suffire. Il faut repenser les conditions d'une articulation de la contingence et de la nécessité, donc de rencontre de processus hétérogènes qui produisent un effet qui n'était pas contenu antérieurement à la rencontre. Voilà, sur le point historique, comment on peut penser le fait que des mécanismes purement déterminés, où on peut établir une détermination de causalité, un système de causalité, ne sont pas nécessairement destinés à se rencontrer. Il y a des circonstances particulières qui font qu'ils se rencontrent et que produisent un effet nouveau. Mais il n'est pas conclu dans chaque procédure rationnelle. Bon, la production d'une bourgeoisie financière ne produit pas immédiatement, et on sait très bien, un prolétariat disponible. Le prolétariat disponible va être produit dans d'autres conditions. Voyez, la rencontre des deux qui va produire le capitalisme, il n'est inscrit ni dans le produit qui produit d'un côté des gens disposant de moyens financiers, leurs écus, comme on dit Marx, et d'un autre côté, des gens qui sont privés des moyens de production. Ça, ce n'est pas inscrit ni dans le procès d'un procès, ni dans l'autre.
Donc leur rencontre, ainsi un jeu de causalité différentielle qui s'articule d'une manière dont la nécessité ne relève pas d'une nécessité linéaire. Voilà. Deuxième point, si on peut, sur la complexité historique du fait qu'on doit réintroduire en fin une complicité de ce qui paraît à la fois contingent et à la fois nécessaire.